La parole est à Monsieur Stéphane Lenormand pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires. Bien, Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues. Nous voilà arrivés au terme d'un exercice fondamental pour notre société, frustrés et déçus, avec le sentiment pour la seconde année consécutive de ne pas avoir joué notre rôle de parlementaire, avec la mauvaise impression d'avoir été spectateur de décisions prises seules par le gouvernement. Simple spectateur et pas même un peu commentateur, puisqu'il n'y a pas eu de débat. Ne nous risquons pas à comptabiliser le nombre d'heures consacrées à la discussion des articles et des amendements de ce projet de loi. Il est inversement proportionnel à l'importance des sujets qu'il aborde. Quelle a été l'intention du législateur sur le budget de la sécurité sociale pour 2024 ? Nul ne le sait vraiment. Celui-ci comporte en son sein des mesures majeures sans qu'aucun mot, aucune explication n'ait pu être exprimée ici même. Aucune discussion sur la réforme attendue de la tarification de l'activité, qui n'est ni plus ni moins que la manière dont nous finançons nos hôpitaux. Aucun débat sur notre politique pour les médicaments, alors que les pénuries obligent certains patients à traverser la frontière pour se procurer les traitements. J'oserais rappeler une information, l'élection du président et des députés qui composent sa minorité au Parlement ne suffit pas à vous donner les mains libres pour mettre en œuvre votre politique. La configuration quasi inédite de notre Assemblée devrait chaque jour vous inciter au dialogue. C'est d'ailleurs la promesse qui a été faite au lendemain des élections législatives, et c'est une promesse que nous vous rappellerons tant qu'il le faudra. Car nous en sommes encore loin. La consultation des groupes parlementaires en amont de la présentation du texte au sein des comptes du Ségur n'a pas été l'exercice de co-construction attendu. Il faudra faire bien mieux pour sortir de l'impasse dans laquelle vous êtes vous-même placé et qui vous conduit à user du 20e 49.3, un triste record. Je le dis d'autant plus facilement que notre groupe a toujours été et demeure ouvert à la discussion. Notre opposition n'est pas sourde et nous sommes prêts à faire des compromis pourvu qu'ils bénéficient à nos concitoyens dans l'intérêt général. C'est la raison aussi pour laquelle nous maintiendrons l'attitude qui a été la nôtre depuis le début de ce cycle. Nous ne voterons pas cette motion de censure. Non pas car nous soutenons ce projet de loi ni ce gouvernement, mais car nous avons obtenu 2 engagements de votre part, celui de ne pas recourir à une ponction arbitraire des caisses des retraites complémentaires pour financer le régime général et de ne pas mettre en œuvre votre plan d'augmenter les franchises médicales, même si votre ministre Bruno Le Maire l'a encore réitéré il n'y a pas si longtemps. Pour le reste, nous continuons de dénoncer un projet de loi de financement de la sécurité sociale insuffisant pour répondre aux défis présents et à venir. Nous dénonçons un projet de financement de la sécurité sociale basé sur des économies. Non pas que nous critiquons le fait de rechercher à équilibrer le budget des comptes sociaux, particulièrement après la crise sanitaire qui les a fragilisés, mais reconnaissons que ces économies se font là où il n'en faudrait pas. Sous couvert d'un renforcement des modalités de lutte contre la fraude, vous procédez à un affaiblissement des droits des assurés sociaux. C'est le cas de la limitation des arrêts de travail par téléconsultation. C'est le cas également de la possibilité de mettre fin aux arrêts de travail sur la base d'un rapport rendu par le médecin diligenté par l'employeur. Vous prenez le risque d'affaiblir un peu plus l'accès aux soins, et ce alors même que la désertification médicale s'accélère dans nos territoires, que les services d'urgence ferment et que les médecins à la retraite sont de plus en plus nombreux. En l'absence de mesures d'ampleur de la part du gouvernement, les initiatives parlementaires s'accumulent. La loi RIS ou encore la loi Valtou, dont on ne sait pas encore l'issue. Rien dans ce texte ne semble prendre la mesure de ce phénomène, préoccupation majeure de nos concitoyens. Nous dénonçons aussi un PLFSS insuffisant pour faire face à l'inflation et aux besoins de nos établissements de santé. Les fédérations hospitalières sont unanimes. Qu'importe le secteur, la hausse de l'Ondam ne suffira pas à faire face à l'inflation qui impacte aussi bien les coûts de fonctionnement que les coûts d'investissement, ni même à couvrir les revalorisations salariales. Il manquera au bas mot 2 milliards d'euros en 2024. En Outre-mer et en Corse particulièrement, nous avons alerté sur la faiblesse des coefficients géographiques qui stagnent depuis de nombreuses années. Il s'agit pourtant du levier principal permettant de rattraper les retards structurels, mais également de compenser les surcoûts et les effets de seuil liés à l'insularité et à l'éloignement. Vous vous disiez ouvert à la discussion sur ce point, elles n'ont malheureusement pas abouti à une revalorisation de ces derniers. Nous dénonçons enfin un PLFSS insuffisant pour répondre aux besoins de nos aînés et à doter la branche autonomie de moyens humains et financiers à la hauteur.
Notre déception est immense face à l'absence de ressources nouvelles. Le transfert d'une fraction de la CSG à la CNSA pour 2024 ne représentera que 2,6 milliards d'euros. Nous appelons à la mise en place d'une contribution spécifique via une augmentation de la CSG sur le capital ou bien une contribution sur les grandes dotations et successions par exemple. Et j'insiste aussi sur les métiers. Mon collègue Laurent Panifou n'a cessé de vous questionner. Combien de postes ont effectivement été créés sur le budget en 2023 ? 3 000 étaient budgétés. Pour 2024, vous annonciez 6 000 ETP, soit à peine un par établissement. Nous voyons que chaque jour que votre promesse de recruter 50 000 postes d'ici 2027 ne cesse de reculer. Ce serait un échec considérable. Il est encore temps d'y remédier. Vous vous êtes engagé à faire adopter une loi de programmation pluriannuelle sur le grand âge l'an prochain. Notre groupe, qui a défendu avec d'autres cet avènement, sera évidemment au rendez-vous pour la co-construire, mais attention à ne pas créer de nouvelles déceptions. Notre système de protection sociale mérite mieux que de simples économies. Il a besoin de ressources nouvelles et pérennes. Des ressources pérennes pour mettre en œuvre une politique de prévention efficace, pour garantir un accès aux soins partout et pour tous, pour bâtir un vrai système de soins psychiatriques et une politique de santé mentale solide. Des ressources nouvelles pour financer une branche autonomie, pour assurer nos retraites actuelles et futures, pour consolider une branche famille dont il n'a été que très peu question dans ce texte. Nous appelons à une réflexion d'ampleur sur l'avenir de nos comptes sociaux. Notre groupe avait fait plusieurs propositions en vain. L'idée de renoncer aux exonérations de cotisations pour les salaires supérieurs à 2,5 SMIC était pourtant partagée par une majorité dans cet hémicycle. Et on le sait, son intérêt sur l'emploi n'est que faible. Par contre, son coût est élevé à 1,6 milliard d'euros. Pour soutenir l'emploi, vous avez fait le choix plus que contestable en fragilisant les plus fragiles. Après le durcissement des règles d'indemnisation du chômage, après la conditionnalité du RSA, jusqu'où iriez-vous ? Bruno Le Maire, autoproclamé nouveau ministre du Travail, souhaite désormais réduire la durée des droits du chômage pour les seniors, réduire le délai de recours des salariés contre un licenciement ou encore l'utilisation des ruptures conventionnelles. Pourquoi l'objectif du plein emploi ne devrait se faire qu'au détriment des droits des salariés, sans jamais demander un quelconque effort aux employeurs ? Je rappellerai que toutes ces annonces sont faites alors même que les partenaires sociaux doivent négocier un accord sur l'emploi des seniors, Madame la Première ministre. Ne refaites pas l'erreur que vous avez faite sur la réforme des retraites. N'enjambez pas le dialogue social après avoir contourné le dialogue parlementaire. Madame la Première ministre, user du 49.3, c'est votre droit, la Constitution vous l'autorise, mais accepter sa banalisation, c'est renoncer à ne plus prendre le temps du débat. C'est renoncer à ce que les clivages et les divergences ne s'expriment plus dans notre Parlement, au risque que la conflictualité se manifeste avec violence à l'extérieur jusqu'à un point de non-retour. Renoncer à débattre, c'est se résigner à cette violence. Accepter d'écouter réellement les oppositions, que risquez-vous ? C'est à vous de créer les conditions du dialogue. Vous pourriez même être surpris d'aboutir à des consensus utiles pour nos concitoyens. 49.3, motion de censure, 49.3, motion de censure, mais attention, tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se casse. Et on parle ici de notre démocratie, de notre santé et de notre crédibilité devant la société française qui ne cesse de se fracturer et de se diviser. Nous avons des défis à relever, Madame la Première ministre, mais le refrain 49.3, motion de censure, n'est certainement pas le bon et il est même mortifère. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Lenormand.